Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Auto Hebdo, le 24e déjà. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode et donc forcément on va parler Formule 1 puisqu'on a eu les dernières séances d'essai à Bahreïn qui ont eu lieu la semaine dernière. On va commencer à se mouiller un petit peu et à vous donner un semblant d'hierarchie, mais pas sûr qu'on puisse vous donner énormément de détails là-dessus. Bien sûr, notre question hebdo parlera également de Formule 1 puisque la FIA a un petit peu modifié les règles et les procédures au départ pour les Grands Prix en guise de sécurité. On va voir si c'était justement la bonne chose à faire ou non. On parlera MotoGP, il y avait les essais à Buriram en Thaïlande alors que le premier Grand Prix, eh bien, c'est ce week-end. Et puis comme toujours, les résultats du week-end. À mes côtés, Mathieu Chambenois, Cyprien Juillard. Bonjour messieurs. Salut Michael. Salut Michael, 24e émission, c'est un chiffre pas mal, comme les 24 heures du Mans. C'est un chiffre parlant pour les fans de sport auto. Voilà, c'est beau, comme le 24 de Guanyujo aussi. Oui, moins marquant. Très parlant. Très parlant, d'accord. Parlant, pour les esthètes, pardon. Voilà, c'est important et je sais que nous avons beaucoup d'esthètes justement qui nous regardent. On va parler Formule 1 et globalement vous allez savoir qu'est-ce que Cyprien Juillard a fait pendant quelques jours du côté de Bahreïn. Les 3 dernières journées d'essais hivernaux donc se sont tenues sur le circuit de Bahreïn à Sakhir et Cyprien Juillard y était. Donc ça c'est déjà une bonne chose et vous avez pu bien voir ça sur le site pendant ces quelques jours et vous allez pouvoir le lire également dans le magazine qui sort à 20h en version numérique et ce mercredi en kiosque. Cyprien, la question qu'on veut poser évidemment. Alors, qui va être champion du monde? Ça y est, maintenant, on a suffisamment de choses à faire et de choses à savoir. Bah écoute, en toute humilité, j'ai la réponse à cette question. Fernando Alonso. Oh là 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 là, non, ça c'est pas gentil. Il fallait ouvrir les yeux quand même en étant là-bas, je pense. fallait pas... Oui, il fallait peut-être quitter la piscine de l'hôtel. Et voilà, regarder ce qui se passait en piste. Non, pour être plus sérieux, évidemment, ce sera certainement pas Fernando Alonso, ou alors on en serait tous très étonnés. Aujourd'hui, on a une hiérarchie qui est difficilement lisible entre les premières équipes, mais on voit déjà certains groupes se détacher, et on a notamment les 4 top teams, comme on les appelle, qui sont quand même largement devant les autres, et qui ont même accentué leur avance sur le reste du peloton par rapport aux années précédentes. Donc aujourd'hui, on a Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren assez loin devant. Maintenant, la question qui se pose, c'est évidemment, dans ces 4-là, qui est devant ? La réponse qu'on peut apporter, c'est que les 2 équipes qui ont fait la meilleure impression pour le moment, c'est Mercedes surtout. On sait que Mercedes a un moteur notamment qui est très performant, une fiabilité qui est globalement au rendez-vous, même s'il y a eu quand même quelques soucis à Bahreïn. Antonelli a eu du mal, hein. Il n'a pas roulé beaucoup. Hein. Ouais, Antonelli a eu du mal, donc ça c'est des soucis qui commencent à devenir un peu préoccupants parce que c'est des soucis qu'ils n'avaient pas sur les premiers roulages et qu'ils commencent à avoir au fil du temps. Donc bon, c'est des choses qui vont certainement se régler avec le temps. En termes de performance pure, Antonelli et Russell prennent les 2 meilleurs temps chacun le meilleur temps des 2 premiers jours. Ils sont tout le temps dans le match, donc on s'attend à voir les Mercedes assez nettement devant. Maintenant, il y a quand même l'inconnu Ferrari, et Ferrari, c'est assez étonnant la performance de la Scuderia sur ses essais. Déjà, Leclerc a fait le meilleur temps. On sait que c'est quelque chose d'assez anecdotique finalement de faire le meilleur chrono des essais. Il l'a fait sur des pneus C4 le dernier jour. Il a quand même collé 8 dixièmes au deuxième. C'est quand même un écart conséquent. Donc je trouve que chez Ferrari, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Il y a un rythme de course qui est très bien. Il y a aussi des évolutions, des pièces assez étonnantes. On en reparlera plus tard, je pense, de toutes ces évolutions apportées par Ferrari qui peuvent porter leurs fruits et qui devraient, je pense, porter leurs fruits. Donc, pour moi, on a aujourd'hui Mercedes devant avec Ferrari dans un mouchoir de poche. Un petit cran derrière, mais vraiment ça se joue à rien et ça a le temps de changer d'ici Melbourne. McLaren et Red Bull, 3e et 4e. À noter pour Ferrari que Charles Leclerc a réalisé le meilleur temps en C3. En C4, il a aussi réalisé le meilleur temps en C3. Et ce qui a surtout impressionné, visiblement, au vu de ce qu'on a pu constater, c'est à la fois la vitesse sur un tour, surtout le rythme de course, parce qu'effectivement ils ont fait beaucoup de longs relais, les Ferrari, qui ont été assez impressionnants. Et puis il faut le dire aussi, parce qu'on l'a vu par l'intermédiaire de Haas, qui a aussi fait beaucoup de tours, la fiabilité absolue du moteur Ferrari, ça elle est absolument confirmée. Ils ont eu très peu de problèmes, et les quelques fois où ils ont peu roulé, c'était pas forcément dû à des problématiques moteurs, en tout cas pas déclarées. C'est Cadillac surtout qui n'a pas roulé la première journée. À chaque fois il ratait la première heure de roulage, mais bon, ça, encore une fois, c'était pas tout à fait à chaque fois imputable au moteur Ferrari en tant que tel, on va dire. C'est vrai que le niveau fiabilité ça a été excellent. Mercedes reste l'équipe qui a fait le plus de tours sur les 3 salves d'essais hivernaux. Aston Martin en a fait des tours. Oui, ils en ont fait. Lance Stroll notamment a bien tourné le dernier jour. Il a fait 6 tours.
Ouais. 6 tours, vous pouvez les faire à pied, hein, globalement. Voilà, ça vous prend un peu de temps. Ça vous prend la journée, mais vous pouvez le faire. C'est jouable, quoi. C'est pas. Ouais, non, Aston Martin, c'est très compliqué. Aston Martin, il y a 2 sujets, et du coup, ça rend la chose encore plus préoccupante. C'est qu'il y a le moteur qui fonctionne absolument pas. Le moteur Honda est catastrophique. Ils l'avaient annoncé, Honda, déjà au mois de janvier, en disant qu'ils avaient pris du retard dans le développement, qu'il allait falloir être patient. Je pense que personne s'attendait à ce qu'ils aient autant de retard, quand même. On se disait, le moteur va accuser quelques chevaux de moins que les autres. Quand Lance Stroll dit on a 4 secondes de retard, au début on n'y croit pas. On se dit, Oui. c'est une façon de dire En les fait, on choses. se rend vite compte que c'est quasiment l'écart. C'est quasiment l'écart. C'est quasiment l'écart. Et puis le vrai problème, c'est qu'au-delà du moteur, la boîte de vitesse est aussi défaillante et le châssis est pas non plus réussi. Donc il y a quand même rien qui va sur cette voiture. Il suffit de regarder les caméras embarquées des quelques tours que les pilotes ont pu faire. Vous voyez Fernando Alonso dans les virages, qui est comme ça, pour essayer de garder la voiture droite. Donc ça, c'est pas un problème uniquement imputable au moteur. Donc se relever de ça, c'est très compliqué, parce qu'on rappelle qu'on a un budget plafonné. Aston Martin a des moyens quasi illimités ou très conséquents, mais ils peuvent pas les utiliser tout à fait comme ils veulent. C'est ça. Et par exemple, dans une autre équipe, on m'expliquait que aujourd'hui, si cette équipe devait refaire une boîte de vitesse, ils seraient pas en mesure de le faire sans arrêter leur développement aérodynamique, par exemple, à cause du budget capé. Parce que ça coûte cher, oui, parce qu'on rappelle aussi que c'est la première année depuis pas mal de temps où Aston Martin fait sa propre boîte, puisqu'il y avait la boîte Mercedes les dernières saisons. Point positif, quand même, il faut en trouver. Le moteur Honda a atteint 13 000 tours minute. Le problème, c'est que c'est quand il a cassé, il s'est arrêté sur la voiture d'Alonso, et que le moteur, soudainement, a décidé de faire 3 ruptures consécutives sans qu'Alonso appuie sur la pédale. Donc voilà, ça au moins, ce moteur peut aller aux 13 000 tours. Après, le problème, c'est que les autres aussi, mais en roulant. Ouais. C'est un peu plus. Tu notifiais les on-board. Effectivement, je les ai vus il y a quelques jours de ça. C'est effectivement catastrophique parce qu'il n'y a aucun tour cohérent, vraiment aucun. Ah oui, non, mais ça ne roule pas. Et même quand il roule à faible vitesse, en tout cas beaucoup moins vite que les autres, effectivement, la voiture est vraiment incontrôlable. Donc, oui, le moteur, c'est une chose, mais le fait que la voiture soit ratée aussi au niveau du châssis, étant donné les moyens qu'ils ont dépensés pour faire venir Adrian Newey et toute la communication qu'ils ont allouée à cette arrivée-là, oui, effectivement, c'est très très problématique pour Aston. Puis il y a un vrai sujet, moi, qui m'inquiète aussi chez eux, c'est que Aston avait déjà quasiment pas roulé à Barcelone, ils ont roulé que le vendredi, et ils avaient fait 5 tours le jeudi soir, ils étaient arrivés tard, ce qui déjà n'était pas un signal très positif. Mais quand vous voyez Williams, qui a complètement raté Barcelone, qui n'est pas du tout allé en Espagne, depuis Williams, il y a quand même une progression linéaire. Puis ça a roulé, quoi. Voilà, la première semaine à Bahreïn, ils ont eu quelques soucis, ils ont un peu moins roulé, et là, cette fois, ils ont quand même beaucoup plus roulé. La performance n'est pas encore exceptionnelle, mais en tout cas, on sent qu'ils font finalement le chemin que les autres équipes ont fait depuis Barcelone. Ils progressent étape par étape. Aston Martin, il y a 0 progrès. Et en fait, on sent que c'est un problème tellement structurel sur la voiture que ça ne peut pas se changer en changeant les réglages, en demandant aux pilotes de conduire d'une façon différente. Là, il y a vraiment tout à refaire. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment inquiétant, c'est à quel point ils seront capables de faire un Grand Prix, en fait. Parce que là, aujourd'hui, est-ce que vous les voyez faire 50, 60 tours de suite ? Ça me paraît très compliqué. Ça, c'est une première chose. Et on en parlait effectivement aussi de ce problème des 107%. Parce que s'ils sont vraiment très, 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 très en retard, on peut se poser la question de s'ils feront vraiment tous les Grands Prix. Alors, effectivement, on peut se dire qu'à Melbourne, tu disais 5 secondes, à peu près. Oui, le c'est à peu près le tour est un peu plus court quand même qu'à Bahreïn, donc c'est peut-être 4 secondes et demie. Mais bon, c'est jouable. Voilà. Mais se dire que c'est pas une certitude à 100% pour Aston Martin, rien que ça, c'est très grave, effectivement. Sachant que si Aston Martin ne fait pas les 107% et qu'à aucun moment du week-end il ne montre être dans ces capacités-là, ils seront exclus. Il n'y aura pas de repêchage. On repêche uniquement si, par exemple, en essai libre, les pilotes sont bons et puis il pleut en qualif ou il y a un problème mécanique ou quoi que ce soit, et là on peut repêcher. Mais si la voiture elle est à la ramasse des premiers essais libres jusqu'au qualif, ce sera... pour des raisons de sécurité, mais c'est des choses qu'on n'a pas vues en Formule 1 depuis au moins 10 ans. Donc, c'est ça, 2012. C'était HRT avec Pedro de la Rosa notamment, qui est ambassadeur Aston Martin désormais, qui est ravi d'être là, j'imagine, Pedro de la Rosa. Bon, Cyprien, l'avantage, c'est qu'on a l'avant du peloton. On risque malheureusement d'avoir l'arrière, assez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on met au milieu ? Parce que c'est toujours aussi ce qui est assez serré en Formule 1 en général. Parce que si on te suit et qu'il y a un top 4 qui est largement dominant, il reste quand même 2 places dans les points à aller chercher. Il reste 2 places dans les points. Et aujourd'hui, sur ce qu'on voit, les 2 places dans les points, elles risquent de se jouer, en tout cas à Melbourne, je pense, entre Alpine et As. As, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a eu beaucoup de tours réalisés. Ouais. Grosse fiabilité du moteur Ferrari. Voiture très saine, voiture très performante, honnêtement, assez étonnante. On a vu souvent Ocon et Berman dans les top 4, top 5 des séances. Donc, franchement, chez As, tout roule. Tous les voyants sont ouverts. On sait que eux,
leur problème potentiellement sur l'année, c'est la course au développement. C'est là où ça pêche souvent un peu. On se souvient par exemple de 2022 où Kevin Magnussen fait 5e à Bahreïn pour le premier Grand Prix. Puis après, ça n'a pas vraiment été suivi d'autres coups d'éclat majeurs, si ce n'est en fin d'année, ça pole au Brésil dans des conditions particulières. Donc ça va être le vrai sujet. Mais sur le début de saison, je vois bien Haas lutter pour cette 5e place avec Alpine. Et Alpine, c'est la bonne surprise du midfield. Alors ils ont ce moteur Mercedes qui est en effet très performant. Mais je trouve que des fois, c'est un argument qui est un peu trop utilisé pour diminuer, pour réduire leur performance. Parce qu'en fait, les moteurs, finalement, il y a peu d'écart entre les moteurs. Et quand Alpine avait le moteur Renault, c'était aussi très facile de tirer sur l'ambulance en disant on n'est pas performant à cause du moteur Renault. C'est pas le moteur Renault qui les a fait terminer 10e l'an dernier, et c'est pas le moteur Mercedes seulement qui les fera terminer 5e ou mieux peut-être cette année. Donc il y a une voiture bien conçue, par David Sanchez, notamment le directeur technique qui avait été arrivé en provenance de Ferrari. On sait que l'an dernier, ils ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur cette réglementation en délaissant complètement 2025. C'est un pari qui pour le moment est payant. Maintenant, c'est toujours pareil. La vérité de Bahreïn ne sera pas la vérité de Melbourne. Il y a quelque chose que je veux nuancer aussi sur cette hiérarchie, c'est que les pilotes, par exemple, sur tout ce qui est déploiement d'énergie, qui est la grande nouveauté de cette année, ils connaissent par cœur Bahreïn. Maintenant, ils savent exactement où déployer, où recharger, etc., où freiner pour bien récupérer, pour recharger les batteries, etc. Il faut bien se dire qu'en fait, ils vont arriver sur des circuits qui vont être très différents. Et il y a des vraies inquiétudes, notamment à Melbourne, parce que Melbourne, c'est un circuit où il y a très peu de freins. Donc, comment on récupère de l'énergie, comment on la déploie, comment on la garde. Donc tout ça, en fait, c'est des choses aussi qui vont faire que la hiérarchie va être très mouvante. L'inquiétude principale, c'est Jeddah. Je vous le cache pas, sur ce début de saison. Clairement, oui. Donc la Jeddah, aujourd'hui, c'est un vrai point d'interrogation, et c'est aussi pour ça qu'il y a des discussions avec la FIA, potentiellement pour changer le règlement. Ça n'a pas l'air d'être parti pour, mais voilà, c'est des préoccupations qu'ont les équipes, donc ça va aussi beaucoup influer la hiérarchie. Maintenant, si on garde ce qu'on a vu à Bahreïn, on a Haas et Alpine dans le même tiroir, on va dire, sur ces places 5 et 6 au constructeur. Et je mets aussi une petite pièce sur Audi, parce que je vous aurais pas dit ça après le premier jour et demi d'essai. Puis Audi, il y a eu une vraie progression linéaire. Ils ont un moteur qui était un peu problématique au début, qui finalement est assez performant, qui fonctionne bien, qui est assez fiable. La voiture roule, les pilotes sont contents, les team principal et autres, PDG, Mattia Binotto, etc., sont tous contents. Donc Audi peut vite être dans ce match, et donc ça nous fait déjà les 7 premiers. 8 et 9, pour moi, c'est Racing Bulls Williams pour le moment, avec capacité de progression, je dirais, plus importante pour Williams, comme pour Audi d'ailleurs. Et Racing Bulls, voilà, je sais que Liam Lawson n'était pas trop content de la voiture, par exemple. Et Williams, pour une petite aparté, ce serait dramatique, entre guillemets, qui commence la saison 8 ou 9e force, sachant que ça fait 3 ans qu'on nous parle uniquement de 2026. Bah, c'est le gros projet, c'est pour ça que James Vols a été recruté à Mercedes. Et qu'ils ont fini 5e l'an passé avec l'ambition de faire vraiment mieux et de rentrer parmi les top teams cette année. L'an dernier, ils font quand même 5e sur une saison qu'ils avaient jetée à la poubelle. Donc, mais en fait, il est peut-être là le problème. Peut-être que chez Williams, ils sont convaincus de bien faire les choses et qu'ils les font pas si bien finalement. Parce que quand tu penses que tu jettes une saison à la poubelle et que tu finis 5e, t'es content. Mais ça veut quand même dire que t'as apporté des évolutions minimes à ta voiture qui ont changé complètement ta monoplace. Tu vois, enfin, je trouve qu'il faut des fois prendre le problème à l'inverse en se disant ouais, mais les gars, vous avez quasiment rien fait et ça a changé la voiture. Pourquoi vous l'avez pas fait avant? Du coup, ça veut dire que vous comprenez pas forcément vos faiblesses et comment les régler, puisque là, vous attendiez pas à ça. Et 2026, c'est un peu le problème. Je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup mieux. Le raté de Barcelone, ça avait fait mal. Ce qui va être aussi l'enjeu pour Alpine, parce qu'en l'occurrence, dans justement un peu la grand-messe de reprise, Frédéric Vasseur disait cette année, il va y avoir des développements et des évolutions qui vont être beaucoup plus rapides, qui vont être évidemment exponentielles du fait qu'on soit au début d'une réglementation, nouvelle réglementation particulièrement différente, bien sûr. Et donc, pour justement revenir un petit peu sur ça, la hiérarchie d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, c'est ce qu'on dit souvent, mais là, pour le coup, c'est particulièrement juste. Une écurie peut trouver quelque chose, et potentiellement, ce quelque chose peut vraiment avoir, en tout cas, permettre un gain majeur. Surtout, ce que je retiens, c'est qu'à mon avis, cette réglementation-là, elle a beaucoup de potentiel en termes de performance, je parle, en termes de scénario, etc. On en a déjà parlé la semaine dernière dans la précédente émission, mais on est déjà à 2 dixièmes, à quelque chose près, 2 dixièmes 7 des temps des essais de Bahreïn en 2022. Donc, ça veut dire qu'on est déjà à peu près au niveau de performance de la précédente réglementation technique. Donc ça veut dire que s'il y a des gros gains qui se font, et il y en aura,
on peut vraiment aller beaucoup plus vite. C'est ça. Malgré Et le je- fait qu'en ligne droite, il y a toujours cette question du boost. Je vais même aller plus loin avec son chrono de référence. Là, Leclerc, il aurait fait 16e sur la grille l'an dernier. Ouais, Et on est loin de ce qu'on nous annonçait sur des F1 qui ressembleraient à des F2, etc. tout à fait. C'est ça. Et oui, on connaît la marge de progression. Ça va être, comme tu as dit, la course au développement va être cruciale. Chez Ferrari, par exemple, ils prévoient une nouveauté toutes les 3 courses. Et déjà, il y en aura une par rapport à Ouais. Bahreïn. Oui, il y en il y en aura aura- une pour beaucoup d'équipes en plus. Il y en aura une des Melbourne pour beaucoup d'équipes. Il y en aura, eux, ils en ont une grosse qui arrive aussi, course 7, il me semble. Voilà, en fait, il y a plein de petites ou de grosses améliorations qui sont déjà prévues. Bien sûr, bah oui. Les équipes ont déjà plusieurs mois d'avance. Et puis, il y a des questions aussi auxquelles des fois on pense pas, mais qui sont aussi les questions de fret, d'envoi des pièces. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Et on en reparlera sûrement, mais cette histoire du moteur aussi Mercedes qui est toujours pas bien clarifiée. Le problème, c'est que dès lundi, là, ils ont dû envoyer leur moteur en Australie, les équipes. Ouais, c'est ça, Donc, en tu peux fait, pas changer. Ils pourront pas le changer. Ils Ouais, n'ont c'est pas ça. de clarification encore et ils envoient des moteurs sans savoir si, enfin surtout pour le Mercedes, si le moteur sera légal ou pas. Donc on peut imaginer que ça va rester, en tout cas pour l'Australie, ce serait Oui. assez logique de ne pas modifier les critères, on va dire, d'éligibilité des moteurs, parce que sinon ça nous enlève 4 équipes. Hein, Mais quand c'est même. ce que les rivaux veulent pas ça non plus d'ailleurs. Les Voilà. rivaux veulent Ouais. qu'il y ait une tolérance. Et en fait, eux, ils étaient prêts à accorder quelques courses à Mercedes. Voilà. Ce qui les dérange aussi, c'est cette deadline du 1er août qui a été annoncée. Oui. Là, il y aura 13 courses sur 24 qui auront été faites. C'est plus tout à fait la même musique. Voilà, on aura fait la moitié de la saison. C'est sûr que si Mercedes gagne les 13, après, bon courage pour aller les rattraper Voilà. sur les 11 qui restent. Il nous reste donc Cadillac, qu'on mettrait quand même devant Aston, ce qui est... Bah. ou dans cette zone-là. En termes de performance pure, Aston est légèrement devant. En termes de temps Ouais. au tour. Cadillac, ils sont très loin. Mais par contre, le problème, encore une fois, c'est qu'Aston, on les voit pas du tout faire 60 tours Oui, sur c'est un ça. Grand Prix. Mm. Cadillac, La aujourd'hui, oui. probabilité de voir les 4 équipes, enfin les 4 pilotes et les 2 équipes ne pas finir existe quand même. Ouais. Mais Non, mais la probabilité Ouais, mais existe. moi, chez Cadillac, c'est quand même Ouais, je suis d'accord. Mm. dommage, quoi. Pour moi, chez Cadillac, il y a plus de chances qu'on ait une voiture à l'arrivée plutôt que zéro, quoi. Donc, il faut aussi se dire que Aston Martin, à mon avis, ne verra pas l'arrivée de la course, mais que les Cadillac, on a quand même une chance de les voir à l'arrivée. Et c'est ça qui est bien chez Cadillac, c'est qu'ils ont une fiabilité qui est relativement améliorée par rapport au début des essais. Et globalement, c'est une équipe qui travaille très bien et ils sont d'ailleurs très satisfaits de leurs essais hivernaux. Nous sommes le 23 février 2026. Je vous rappelle que Fernando Alonso n'a plus gagné le Grand Prix de Formule 1 depuis 2013. On va passer à notre question hebdo. Hein. Rassurez-vous, on ne parle pas d'Aston Martin dedans. La question hebdo à laquelle vous allez pouvoir répondre dès 20h sur autohebdo.fr et dès maintenant dans les commentaires de cette vidéo, eh bien, la Formule 1 a-t-elle eu raison de modifier sa procédure de départ, puisque c'était l'un des grands sujets de ces essais de Bahreïn, et toi tu as pu vivre en plus, Cyprien, les nouvelles procédures, parce que maintenant ça a été entériné donc de manière assez précise, ce qui est très bien puisque Melbourne est dans 9 jours, hein, donc c'est très bien comme idée, hein, on est vraiment dans les temps. La procédure en elle-même ne change pas trop, c'est simplement qu'on va laisser un temps d'attente entre le moment où la dernière voiture se met sur la grille de départ et le moment où le premier feu s'allume. Voilà, en fait, sur un départ de Grand Prix de Formule 1, je pense que tous nos auditeurs ont déjà vu un départ. Vous avez toujours les 20 voitures, 22 maintenant, qui prennent place sur la grille, un commissaire qui passe derrière avec un drapeau vert, et puis ça lance la séquence des feux. Là, en effet, juste avant l'allumage des feux, il y a un petit panneau bleu maintenant qui est à côté des feux qui s'allume. Je crois qu'il est aussi sur le volant des pilotes, avec marqué Prestart procédure, il me semble. Et en effet, ça dure 5 secondes, ça permet au pilote de faire monter le turbo pour prendre un bon départ. Parce qu'en fait, pourquoi on en est arrivé là ? C'est une histoire assez rocambolesque, on va dire. Que tu vas nous conter. Voilà, que je vais vous conter. Père Castor raconte une histoire. on t'écoute, on est Voilà. installé. Non, mais alors en fait, l'histoire débute il y a un peu plus d'un an, quand déjà, lors d'une commission F1, qui sont donc ces réunions qui réunissent la FIA, la FOM et les écuries, une équipe, en l'occurrence Ferrari, avait pointé du doigt le fait qu'avec ce règlement actuel, les procédures de départ allaient être compliquées, que les départs allaient être dangereux, que les moteurs, les turbos seraient pas prêts avec la procédure aussi courte qu'elle l'est. Et la FIA lui avait fait rétorquer à Ferrari que il fallait composer avec le règlement et qu'il n'y aurait pas d'évolution de la procédure. Donc bon, Ferrari a réduit son turbo afin d'avoir un turbo plus petit et qui du coup monte plus vite dans les tours, quoi. On rappelle que c'est parce qu'on a supprimé le MGU-H qui récupérait la chaleur en fait du moteur, ce qui permettait de lancer le turbo et ce qui diminuait le turbo-lag Voilà. qu'on retrouve désormais maintenant. Exactement. Donc sans le MGU-H, il y a un temps de latence en effet qui est supérieur.
Pour l'éviter, Ferrari du coup a construit un turbo plus petit en se disant on va avoir un turbo qui sera prêt sur cette procédure de départ. Ça n'a pas été le cas de Mercedes qui a gardé le turbo initialement prévu, donc un turbo avec beaucoup de latence comme on l'a mentionné. Et ce qui agace Ferrari, mais les rivaux en général, c'est que Mercedes a débarqué à Bahreïn un peu la bouche en cœur en disant nous, ça va pas être possible de prendre les départs, c'est dangereux pour des questions de sécurité, il faut changer la règle. Et que ça a été cette fois écouté par la FIA qui a changé la procédure et qui a mis ce délai de 5 secondes. Sauf que du coup, pendant ce temps, Ferrari et les autres, eux, ont suivi les règles et se retrouvent avec un turbo plus petit, donc moins performant. On parle de quelques dixièmes, c'est assez léger, mais les dixièmes plus les dixièmes, voilà, la Formule 1, c'est quand même un sport où on cherche les dixièmes. Donc ça va poser problème. Surtout au départ. Voilà, surtout au départ. Et en l'occurrence, donc, cette procédure a été mise en place donc, contre l'avis de plusieurs équipes. Maintenant c'est fait, c'est comme ça. Donc ce que ça change concrètement, c'est qu'aujourd'hui ça va nous éviter d'avoir des carambolages au départ avec une voiture qui partirait pas. On se souvient de crash, surtout dans les formules de promotion. Je me souviens de Théo Pourchère à Jeddah qui avait été percuté en F2. Par exemple, il y en a eu souvent, on a quand même beaucoup d'images en tête et c'est assez effroyable déjà quand c'est des F2 qui vont quand même beaucoup moins vite que des F1. Oui, tu sais, même cet hiver en Frémette c'est arrivé et oui, c'était assez terrible, et sachant que ça allait vraiment beaucoup moins vite. Oui, parce que les calages sur la grille, en fait, faut imaginer, je me souviens aussi en F1 je sais pas si vous vous souvenez au Portugal en 2020 ou 2021, c'était pas sur un départ, mais c'est sur une reprise de course où justement il y avait une voiture au ralenti, je crois que c'est Romain Grosjean qui la percute de derrière. Parce qu'en fait, quand vous arrivez tellement vite, quand vous avez une voiture devant vous, si la voiture devant vous elle a l'horizon dégagé et qu'elle voit le danger, elle va s'écarter au dernier moment, mais vous arrivez lancé pleine balle, et le risque c'est d'avoir des blessés graves, parce que là quand vous êtes à l'arrêt et que vous faites percuter par derrière par une voiture qui arrive à fond, ça peut être très dangereux. Donc pour des raisons de sécurité, en effet, ça fait sens de changer cette procédure. Maintenant, Ferrari et les autres ont aussi raison de contester, les deux points de vue s'entendent. Certainement que si Mercedes avait aussi suivi le règlement et avait décidé d'avoir un turbo plus petit, on n'aurait pas eu besoin de changer les procédures. C'est un peu ce que ça m'inspire. On en parlait justement la semaine dernière, c'est pour ça qu'on était un petit peu sur ce sujet-là par rapport au moteur Mercedes, justement, le taux de compression, tous ces sujets-là qu'on avait déjà abordés. Quelque part, si on dit, oui, mais bien joué Mercedes, parce qu'ils ont réussi à trouver la solution pour les moteurs, pourquoi ne dit-on pas bien joué à Ferrari et aux autres d'avoir trouvé la solution pour les départs? C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a ce truc-là d'équilibre où combien sont vraiment parmi la grogne à dire oui mais Mercedes profite de son avantage. Si tout le monde est un petit peu d'accord et qu'ils sont plusieurs à avoir trouvé une solution, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on accorde ça à Mercedes alors qu'on leur laisse le moteur par exemple. Surtout qu'on parle de sécurité, et moi le souci que ça génère ici, c'est que, soyons très honnêtes, entre le moment où le premier gare sa voiture sur la grille, ce qui en plus a une chance d'être une Mercedes visiblement, et le moment où le dernier va garer sa voiture, il se passe largement assez de temps pour lancer le turbo, pour les premiers par exemple. Maintenant évidemment, ceux qui sont plus loin sur la grille, ça peut être embêtant, on est assez d'accord. Maintenant, il faut pas oublier que la séquence des feux prend déjà 5 secondes. Ce qu'on a l'air d'avoir compris, je parle sous ton contrôle Cyprien, c'est qu'il faut environ 10-12 secondes peut-être pour les plus lents, pour mettre assez de pression dans le turbo. Oui, c'est à peu près ça. Mercedes avait même demandé 10 secondes de pré-start procédure. Donc c'est pour ça qu'on a mis 5 secondes de pré-start en disant on fait 5 secondes avant le départ, les 5 feux, ça fait 10 secondes au total, c'est assez bien. Maintenant, ce qu'on a aussi vu sur les différences d'essais de départ, c'est que le problème n'est pas que de mettre la pression le turbo en pression, c'est de garder le nombre de tours moteurs suffisant pour ensuite s'élancer. Parce que t'as beau avoir ton turbo qui tourne à fond, si toi t'es pas bien enclenché, tu vas quand même caler au départ, parce que tu vas quand même ne pas vraiment t'élancer. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on, potentiellement, on retire un avantage aux écuries motorisées par Ferrari qui avaient justement ce turbo plus petit, tout en n'enlevant pas totalement le risque d'avoir quelqu'un qui cale sur la grille, parce qu'il suffit que, même s'il est en pole position et qu'il a ses 25 secondes au total pour mettre son turbo en pression, s'il n'a pas les bons tours moteurs, il va quand même caler. Et on l'a vu, Audi qui avait fait un essai de départ qui est resté 17 secondes en bout de pit lane, et puis finalement Hülkenberg a calé quand même. Donc ça prouve que c'est pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Et puis je vais rebondir sur quelque chose que Mathieu a dit tout à l'heure, c'est que tu as fait le comparo entre le moteur Mercedes et justement ses procédures de départ. Pour moi, en plus, le sujet il est complètement différent. C'est-à-dire que la compression du moteur Mercedes, on parle d'un vrai gain de performance et des zones grises du règlement. La Ferrari, ils ont sacrifié de la performance en ayant un turbo pour coller au règlement de manière indéniable. Donc c'est même pas pour moi comparable. C'est-à-dire que Ferrari et ceux qui ont fait pareil
ont juste voulu suivre les règles pour des raisons de sécurité et aussi juste en se disant il va bien falloir qu'on prenne des bons départs, mais ils n'ont même pas gagné de performance en fait. D'ailleurs, l'histoire des départs Ferrari qui seraient meilleurs que les autres, elle est à nuancer. C'était assez exceptionnel le premier jour, le départ d'Hamilton et d'Ocon. Bien sûr, oui. Ils n'ont pas un avantage si gros au départ. Donc ça, je tiens à le dire aussi. On ne verra pas Hamilton gagner 10 positions au départ, sauf évidemment cataclysme pour les autres. C'est beaucoup plus rapproché que cette nouvelle procédure de départ. Mais du coup, pour revenir à ça, je trouve que là, en fait, on pénalise des équipes qui ont juste suivi le règlement, alors qu'on leur avait dit que les choses ne changeraient pas, pour au final modifier les règles en dernière minute. Et je vais d'ailleurs relancer le sujet, parce que c'est pour moi corrélé. C'est un vrai sujet aujourd'hui dont se plaignent les constructeurs. C'est les décisions qui changent au dernier moment de la part de la FIA. Et quand vous voyez ça, quand vous voyez le taux de compression, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les moteurs là sont en route pour Melbourne. On sait toujours pas ce qui va être légal en Australie. Ouais. C'est lunaire. Je veux dire, pour l'image de la Formule 1, là on arrive quand même dans un moment critique. Et Ferrari en plus a prévenu, parce qu'ils auraient très bien pu lire le règlement et dire « Ah bah regardez, ça a posé problème, on va trouver un petit avantage ». Juste comme ça, c'est ce que Mercedes a fait avec les taux de compression. Hein. Bien sûr. Ils n'ont rien dit à personne. Non. Ils ont lu le règlement et ils ont eu une lecture du règlement qui fait que leur moteur est légal par rapport à la lettre du règlement, mais ils ont apparemment trouvé un petit avantage. Ferrari, ils trouvent un truc dans le règlement en se disant bon, si on fait ça, nous, ça va nous garantir de pouvoir réussir nos départs, machin, et on peut prendre l'avantage sur une séquence de course qui en plus risque de compter moins qu'avant, puisque avec les dépenses d'énergie, on peut gagner 5 places. Enfin voilà, on nous promet des courses, on peut gagner 5 places, on perd 3 machin, donc le départ n'est plus aussi crucial. Mais est-ce que même ils gagnent vraiment un avantage ? Pour moi, ils en gagnent même pas en fait. Juste ils suivent les règles pour pouvoir prendre le départ. Voilà, c'est ça, ils suivent les règles et en plus, en fait, ils se disent juste si les autres le font pas, ils vont caler et c'est tant pis pour eux. Mais donc ils suivent les règles. Ils ont la présence d'esprit de dire à la FIA, au fait, juste, et à tous les constructeurs, comme tu le dis, c'est une commission où tout le monde est réuni, dire, au fait, on a trouvé ça dans le règlement, on conseillerait ou de changer le truc, ou de vous adapter. Tout le monde leur a dit, démerdez-vous. Et finalement, ils vont se faire pénaliser. C'est quand même. Si je me fais un peu l'avocat du diable, des deux, le taux de compression est certainement plus. Comment dirais-je, un petit peu plus discutable, discutable à rigueur, que justement les questions des procédures de départ. Donc encore une fois, c'est un championnat de constructeurs, la Formule 1, et j'aurais aimé pouvoir, encore une fois, c'est ça l'intérêt des changements de réglementation, voir justement un petit peu tous les coups, les beaux coups qu'ils ont réussi à faire, tous, Mercedes avec le taux de compression s'il existe, Ferrari avec les départs, voir justement où chacun, laissés libres de leur choix, peuvent justement gagner de la performance. Alors je voudrais aussi apporter 2-3 petites précisions sur tout ça avec les infos que j'ai eues à Bahreïn. Déjà, on parle de Ferrari, mais il faut bien comprendre que c'est pas un duel Ferrari-Mercedes. C'est que là, tous les motoristes sont quand même assez mécontents de ce qui se passe autour de Mercedes avec les procédures de départ. Il y a plusieurs choses en fait qui entrent en compte. Aujourd'hui, pour faire simple, il y a un sentiment global, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui vont dans le sens de Mercedes et qui sont pas très sportives, on va dire, en tout cas pas très égales vis-à-vis des autres. Il n'y a pas non plus de complotisme ou de peur du complotisme ou de dire Mercedes est avantagé par la FIA parce que c'est Mercedes, je tiens aussi à le préciser. Aujourd'hui, c'est plutôt l'incohérence des décisions qui agace tout le monde et le fait que ça va toujours en plus dans le même sens. Donc, il y a ce problème des procédures de départ, règles changées en dernière minute à la demande de Mercedes et des équipes motorisées par Mercedes. Le problème du taux de compression. Je tiens aussi à dire que le taux de compression, c'est pas... on pourrait imaginer que Mercedes, c'est Mercedes l'assume. Ils en parlent de ce taux de compression. Voilà, donc il y a bien un sujet autour. D'ailleurs, comment ça a fuité c'est transfert d'ingénieurs. Évidemment. Toujours, ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc, ce qui énerve les équipes sur le taux de compression, c'est de se dire, on a pointé le sujet il y a un moment, on arrive à Melbourne quasiment sans toujours de solution. Et surtout, en fait, il y avait une réunion qui était organisée à Bahreïn en début de semaine, en début d'essai. Ce qui est sorti de cette réunion, en tout cas ce que les équipes ont demandé, c'est d'avoir un contrôle à chaud du taux de compression. Parce que le sujet, pour rappeler rapidement, c'est que Mercedes a son taux de compression qui est légal à froid, là où la FIA réalise aujourd'hui ses contrôles, mais ils arrivent à l'augmenter en déformant les matériaux, notamment du moteur, quand le moteur est en route, donc à chaud. Donc les autres équipes ont dit nous, ce qu'on veut, c'est un contrôle à chaud. Ok, Mercedes était prête à accepter ça, parce que comme l'a dit Toto Wolff, on veut être des bons citoyens de ce sport. Beau joueur de sa part, il a dit ok, on accepte. Et le communiqué qui sort de la FIA ne dit pas ça, en fait, juste après la réunion. Donc là, nouvelle vague d'agacement, parce que le communiqué dit il y aura un contrôle à chaud et à froid. Oui, les deux. Et en fait, on se dit où est le problème ? Mais si, ça pose un problème pour les autres équipes. C'est que les autres équipes s'étaient dit ok, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va monter
notre taux de compression à froid pour qu'il soit sous la limite à chaud. Vous voyez, il voulait aussi en fait refaire le coup oui, de d'accord, Mercedes. oui. À l'inverse, en gros. À l'inverse. Profiter dès les premiers tours et dès les premières mises en route de. Voilà. Donc la FIA annule la possibilité d'utiliser cette méthode. Bah, en fait, oui, parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a un petit manque de cohérence de la part des autres constructeurs, des autres motoristes. C'est-à-dire que vous dites à Mercedes, vous pouvez pas avoir un taux différent à chaud et à froid, et vous voulez faire la même chose dans le sens Oui, inverse. là, c'est pas correct. Là, je suis Donc en d'accord. fait, voilà, pour une question de cohérence, de toute façon, la règle, c'est qu'une voiture doit être conforme à tout moment de l'épreuve. C'est Donc ça. là, en l'occurrence, je trouve que la contrôle à froid et à chaud, ça permet ça. En l'occurrence, ça, la règle, etc., ça, elle va être votée par les constructeurs qui vont peut-être eux-mêmes voter contre finalement, alors que c'est ce qu'ils avaient demandé, ils vont peut-être finalement voter contre le contrôle à chaud et à froid du coup. Donc c'est encore pas terminé, mais tout ça pour dire que peu importe ce qui est décidé à la fin, tout ce que tout le monde demande, c'est juste de la clarté et d'avoir une décision claire, de savoir s'ils vont à droite ou à gauche, si ça c'est autorisé ou si ça c'est interdit. À un moment, ça doit être binaire, et en fait, ça agace tout le monde, et ça agace chez Ferrari, chez Red Bull, chez Audi, qui fait partie aussi des frondeurs principaux, même chez Honda. Honda, pour le moment, c'est pas leur sujet principal, mais même eux, ils se penchent là-dessus en disant là, ça va pas du tout. Et pour vous dire, même, ça inquiète aussi chez Cadillac. Vous dites pourquoi Cadillac, ils vont développer leur moteur, et là, ils commencent à lever la main là devant la FIA en disant non mais là par contre nous on va pas pouvoir on ne veut pas développer un moteur si le règlement est ainsi fait quoi. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils Mais doivent c'est ça. développer maintenant. Parce La que situation, c'est toujours la perdre de même. l'argent, Bah, c'est c'est tout. Le problème, c'est que ça manque d'anticipation. On a le sentiment que le règlement, il a été fait, il a été établi il y a quelques mois. Alors, c'est pas loin d'être la vérité au final. Mais là où on peut s'interroger, c'est que ça fait des années que les équipes travaillent. Ça fait quand même longtemps que les équipes essayent de mettre au point quelque chose. Et changer en permanence, c'est comme un film, en l'occurrence. Quand tu reshoots un film 50 fois, le film à la fin, il est pas bon. Mais on en avait parlé là, dans c'est la même Todo il y a quelques mois maintenant en disant bon, bah, les premières Formule 1 vont rouler dans 2-3 mois et on n'a toujours pas de règlement clair. Le premier Grand Prix a lieu dans un peu plus d'une semaine, ça. on n'a pas de règlement clair. Je rappelle qu'on a aussi, pour terminer sur les départs, validé maintenant le fait que les pilotes ne pourront pas utiliser leur aérodynamique active sur la ligne droite de départ, alors que dans 99% des cas, elle est dans une zone d'activation. Donc la logique voudrait que dès l'extinction des feux, ils pourraient tous ouvrir leurs ailerons. Eh bien ce ne sera pas le cas, voilà, parce qu'on a décidé que pour des raisons de sécurité, ce serait trop dangereux. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire que c'est bien de tout changer pour la sécurité, mais il faut peut-être y penser avant. En fait, c'est ça le problème. Encore une fois, on reparle du développement. On a là aujourd'hui des équipes qui bossent déjà sur 3-6 mois quoi, sur les Bien pièces. sûr. Donc imaginez que ça fait 3-6 mois qu'elles ont développé des pièces sans savoir si potentiellement elles allaient être légales ou les moteurs, etc. Les ailerons de Ferrari par exemple, eux, ils ont été conçus en discussion avec la FIA. La FIA est venue à Maranello vérifier tout le process, donc les homologuer et leur dire qu'à la fin, selon eux, c'était légal, en attendant de voir s'il y avait un protest de la part d'une autre équipe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les moteurs, par exemple, encore une fois, on en revient au même point. On n'arrive pas à avoir une cohérence et une clarté avant le début de la saison, et maintenant, c'est trop tard pour demander à Mercedes de changer. Et ça, tout le monde, encore une fois, en est conscient. Et personne ne veut qu'on se retrouve sans 4 équipes sur la grille, ni interdire à Mercedes de rouler. Enfin, c'est pas le plan. Mais juste, ce qui agace tout le monde, c'est de se dire, si la décision a été prise il y a 6 mois, clairement, on aurait pu être à Melbourne avec des moteurs tous pareils, en tout cas avec les mêmes règles, en sachant qui a quoi, qui peut utiliser quoi. Et oui, la Formule 1, le but, c'est de trouver les zones grises du règlement. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Et ça, encore une fois, quand vous parlez avec les constructeurs, tout le monde vous dit on veut pas que ça change. Bravo à Mercedes, ils ont trouvé une faille du règlement. Et le but, c'est pas d'interdire à Mercedes de faire ça. C'est juste de savoir si c'est autorisé ou interdit pour qu'après, tout le monde puisse copier ça. Vous l'aurez compris. En tout cas, nous, on est plutôt sur le non, sur la question hebdo qui est posée. Oui. On n'aurait pas dû changer. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et sur autohebdo.fr à partir de 20h. Et nous, maintenant, on va vous parler de MotoGP. En MotoGP ce week-end, on avait les essais de Buriram en Thaïlande avant le premier Grand Prix qui aura lieu justement les week-ends du 27 février au 1er mars, dans quelques jours donc. Et autant dire que c'est assez intéressant pour cette saison 2026 parce que évidemment Marc Marquez a gagné le titre en 2025 en surdominant. Ça s'est pas très bien passé pour lui, ces essais, virus gastrique, pas une grande confiance sur la moto non plus, alors que chez Aprilia et Marco Bezzecchi, ça a très très bien roulé. Bezzecchi qui fait le record du circuit, notamment. Oui, donc effectivement, il a pris le meilleur temps de la piste, le record absolu de la piste. Néanmoins, il faut quand même notifier que l'année dernière, Aprilia était déjà bien devant lors des essais hivernaux, donc c'est pour ça qu'il faut quand même pondérer. Oui, Marc Marquez n'a pas été le plus véloce sur cette séance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure non plus de la course. Loin de là. Bien, au contraire. Je pense que d'ailleurs, si je devais me mouiller un petit peu, j'en ferais toujours mon favori à l'heure
actuelle. En revanche, effectivement, ce qu'on peut notifier, c'est que si la dynamique avec Aprilia se poursuit, ils ont notamment été très innovateurs au niveau justement de l'aérodynamique. On a vu beaucoup de petites ailettes, de choses, justement de pièces qui ont été ajoutées. Et oui, on peut imaginer que vu la dynamique de la fin de saison, peut-être que Marco Bezzecchi sera plus vite dans le match et donc nous donnera une saison un petit peu moins écrasante de la part de Marquez. Ouais, puis Bezzecchi, il a un avantage aussi, c'est qu'il fait partie des rares pilotes dont le futur est déjà assuré. Il a prolongé chez Aprilia. Ça, je pense aussi que ça va lui donner de la confiance. Il sait qu'il est dans un projet assez long terme, moyen terme en tout cas, jusqu'en 2028. Il doit s'affirmer encore plus comme le leader d'Aprilia et je trouve qu'il le fait très bien sur ses premiers essais. On voyait en effet en fin d'année dernière que c'était lui l'homme fort. Marquez n'était pas là. Donc maintenant, ça va être ça le défi. Ça va être ça le défi. Oui. Je trouve quand même que la pré-saison de Marquez n'est pas si brillante. Bah non, il n'a pas été. Alors bon, à Sepang, ça a bien roulé, mais en fait, le truc, c'est que ses dires n'étaient pas très confiants. Même à Sepang, il était aux avant-postes, mais il disait ouais, mais je suis pas complètement content. Ouais, alors après c'est Marquez. Hein. Oui, voilà, c'est toujours. Voilà, Marquez. Après, il vaut mieux pour les autres qu'il n'ait pas une moto qui lui convienne, comme ça, il leur colle que 4 dixièmes au lieu de. Oui, parce que l'an dernier, tous les week-ends, il disait non, mais le podium, ce serait bien, puis il tartait tout le monde. Voilà, oui, mais c'est habituel. Je rappelle qu'il avait quand même une Honda qui était minable jusqu'en 2019, parce que c'est pas que depuis 2020. Il était champion du monde avec quand même. Donc voilà, il arrive quand même à exploiter sa moto. Mais il y a quand même une question qui se pose aussi, c'est à quel point Marquez a peut-être aussi une petite décompression. On se souvient des années très compliquées qu'il a eu avant ce titre de 2025. C'est un super champion et je pense qu'il n'est pas forcément sujet à ce genre de choses, mais ça peut aussi arriver, une petite décompression, un petit relâchement. Je suis pas certain parce qu'il en avait parlé à une époque. On rappelle qu'il arrive en MotoGP en 2013, il gagne le titre en se battant jusqu'au bout, et 2014 il gagne les 10 premiers Grands Prix de la saison. Vraiment, il leur a mis tarif, comme on dirait si on était au PMU. Mais il fait vraiment une saison incroyable, et il l'a dit plusieurs années plus tard. 2015, il est arrivé en disant bon, de toute façon, je suis Marc Marquez, c'est bon, je vais les tarter. Et puis il s'est complètement fourvoyé et il s'est fait avoir, et c'était les Yamaha qui avaient l'avantage. Donc je pense que de ça, il en a appris beaucoup, et donc il arrive à garder cette humilité, parce que je pense qu'effectivement, quand il disait à chaque Grand Prix, on va bonifier le podium, c'était de la vraie humilité, oui, en disant non, mais je veux pas. Et surtout que la première fois qu'il l'a dit, c'était Silverstone, où ça s'était révélé exact. Exact, en plus, oui, il avait dit, ça va être plus compliqué, et ça l'a été. Et qui avait gagné d'ailleurs? Marco Bezzecchi. Voilà, donc comme quoi, mais je pense que, voilà, il y a ce côté, bon, il est assez mesuré, mais là, en Thaïlande, ça s'est pas très bien passé. Alors, il y avait évidemment ce virus gastrique qui l'a clairement embêté, il l'a dit, il a chuté à cause d'un manque de concentration, donc ça ira mieux dès le Grand Prix. Mais voilà, Pecco Bagnaia, lui, ça s'est bien passé aussi, donc peut-être, attention, un Bagnaia qui revient au niveau chez Ducati, peut-être que voilà, ça peut pas gêner Marquez, mais peut-être lui donner l'envie de remettre un coup au moral de Bagnaia, et donc peut-être causer plus de chutes. Alors que Bezzecchi aujourd'hui, il dit qu'il vise pas le titre et que son objectif est juste de faire mieux que l'an dernier, parce que le début de saison n'était pas très bon pour Aprilia, mais il est en totale confiance avec sa machine. Il sait qu'il est numéro 1 de l'équipe, parce que je pense qu'effectivement il y avait ce sujet de se dire il doit s'affirmer. Je pense que c'est fait. C'est celui qui a le contrat à longue durée. Ils n'ont pas hésité avec Massimo Rivola notamment à mettre des petits tirs à Jorge Martin en disant non mais très gentil, on l'adore, mais maintenant ce serait bien qu'on ait un Martin au niveau et en bonne santé. Enfin voilà, ils ont dit nous on a déjà des plans B, des plans C, il peut partir s'il veut, il n'y a aucun problème. Il a déjà fait ça l'an dernier quand même, il a menacé de partir, donc, il a essayé de partir. Donc là chez Aprilia ils sont tout à fait clairs, c'est Bezzecchi qui sera leur numéro 1. Bezzecchi le prouve pour l'instant, donc je pense qu'il y a moyen quand même qu'on ait une belle lutte, et une lutte qui soit un peu plus intense que ce qu'on pouvait s'attendre pour cette dernière année du règlement, avec le règlement 2027 qui arrivera. Lutte qui n'inclura pas Yamaha, hein, je tiens à le dire tout de suite. Non, là, y a pas de suspense. Je pense pas trop me mouiller. C'était pas fou en Thaïlande. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Yamaha et... Non. J'aurais tendance à vouloir faire un parallèle avec la F1 depuis tout à l'heure. Voilà, on dit qu'il y a 4 pilotes qui sont devant. Tout à l'heure, on parlait de 4 écuries. Bon. Non, mais par contre, effectivement, ce qu'on peut souhaiter, en dehors de toute considération de qui on préfère en quoi que ce soit, parce que là, c'est pas du tout le cas, mais on peut souhaiter que devant, ce soit effectivement beaucoup plus serré, et que derrière, ce soit pas non plus trop à la ramasse non plus, dans la mesure où y a moyen, si on peut avoir quelques petites surprises, ce serait bien. Il y a moyen, parce que l'avantage, c'est que les Aprilia et Ducati sont meilleurs, mais il y a 4 Aprilia et il y a 37 Ducati sur la grille, donc ça au moins ça règle ça fait déjà 10 motos. Hein. Voilà, il y a quand même 10 motos en soi entre Aprilia et Ducati. Bon, certaines Ducati de l'an dernier, mais bon, elle était pas non plus très mauvaise cette moto. Non, pas ça KTM, va. Comment ça va quand même, c'était pas mal, hein, c'était correct. KTM, Acosta sent il lui manque un petit peu
mais comme il l'a dit, c'est l'histoire de sa carrière pour l'instant. De toute façon, il a toujours manqué un petit peu la moto, donc ça va pas l'empêcher d'essayer de faire des belles perfs. Il a fait 5ème sur les time attack le dimanche matin. Honda a l'air d'avoir un package plutôt sain. Ça progresse bien, Honda. Voilà, ils sont pas très très loin, je pense, de la vérité. Le vrai souci aujourd'hui, c'est Yamaha qui, de toute façon, a l'air de ne pas avoir en plus géré ce passage au V4 de manière exceptionnelle. La moto n'a pas l'air incroyablement rapide. Voilà, ça peut être encore une année un peu au purgatoire pour Fabio Quartararo notamment, qu'on annonce en partance. Et bon, Pour Honda. ça fait 5 ans qu'on l'annonce en partance, et là peut-être que ça va enfin se concrétiser, parce que vraiment, si la moto n'est pas au niveau... Il avait l'air quand même d'avoir mis un ultimatum, hein, si le V4 ne marchait pas, et au vu des résultats, on le constate... Dès les essais de Misano l'an dernier, il disait voilà. que de toute façon ça apportait rien. Donc... Non, puis là, ça les a même fait reculer encore. Je veux dire, l'an dernier, il faisait des pôles. Quartararo, il fait 5 pôles. Oui. Ah bah là, les 4 étaient globalement aux 4 dernières places. On rajoute Morera, le rookie de chez Honda, LCR. Mais voilà. sinon, les 4 derniers, c'était Quartararo, Rins, Miller et Raziatoglou. Donc... Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Yamaha. Maintenant, en effet, l'espoir pour Quartararo, c'est de partir chez Honda. Et Honda, aujourd'hui, on en est à se demander si c'est pas devenu la 3e force, finalement. Ouais, il y a un projet en plus chez Honda maintenant. Bah, il y a enfin un projet qui est de retour. Puis quand tu vois la dynamique de KTM et de Yamaha, même, et la dynamique de Honda, c'est quand même des courbes qui se croisent, tu vois. Ouais. Ah, KTM, je serais pas tout à fait d'accord, parce que la deuxième moitié de saison d'Acosta quand même montre que... En fait, le souci, je pense, chez KTM actuellement, c'est qu'il y a vraiment plus qu'un seul pilote. Oui, mais c'est ça. Qui gère très bien la moto. Après, quid de Vignales, parce que lui a raté toute la fin d'année dernière, et lui était très bon en début de saison. Il fait podium au Qatar avant d'être pénalisé, mais donc voilà. Non, mais chez KTM, je suis d'accord avec toi sur les pilotes. D'ailleurs, Vignales est pressenti pour rejoindre le team d'usine aussi l'an prochain. Mais moi, c'est plutôt le contexte autour. C'est-à-dire, KTM, on sait qu'ils ont eu des problèmes financiers quand même colossaux. On se demande à quel point le projet MotoGP a de l'avenir, à quel point ils vont mettre de l'argent pour continuer à investir dedans. Et du coup, ça, en effet, c'est pas un cadre très, très serein et très rassurant pour les pilotes qui peuvent rejoindre l'équipe aussi. Alors qu'à l'inverse, Honda, on sent qu'en effet, le projet se construit, ça progresse, ça a vraiment bien progressé l'an dernier, ils sont encore en train de franchir un palier. Moi, je trouve que pour Johan Zarco, ça peut ouvrir de belles perspectives. Peut-être se battre pour des top 5 cette année sur certaines courses, des podiums peut-être, en fonction des circonstances. Hein. Donc déjà, l'an dernier, il l'a fait. Donc cette année, pourquoi pas. Gagné le Grand Prix de France MotoGP, je tiens à vous le rappeler. Hein. Ah bon ? On l'oublie trop vite. Mais qui était ? Je ne sais pas qui a remporté le Grand Prix de France MotoGP. Oui. Il y a qui était plus de 100 000 spectateurs. Fabuleux. Dont Michael Duforest. Ça va. Vous voulez en dire ? C'est eux qui le disent. Après, voilà, hein, moi je ne veux pas tirer la couverture à moi. Mais en même temps, j'ai assisté à 2 Grands Prix MotoGP dans ma carrière. Johan Zarco a gagné 50%. Alors Et qui avait gagné l'autre ? C'était Vignales, je crois. Non, c'était pas Vignales, c'était en 2016, donc c'était peut-être Jorge Lorenzo. Ah, bon, champion du monde aussi, c'est pas Ah mal. oui, non, il y avait du même. beau monde, c'est sûr. Mais Johan n'avait pas gagné le Moto 2 ce jour-là, malheureusement. Comme quoi, ça aurait été fameux. Passons peut-être au résultat, histoire de clôturer cette émission. Ou alors, je peux vous raconter en détail le week-end du Grand Prix de France MotoGP. Non. Oh, Passons au résultat du week-end. Passons au résultat voilà. du week-end, du coup. En plus, il y avait de la NASCAR, c'était sympa, donc... Il y avait de la NASCAR ce week-end. Michael Jordan a gagné en NASCAR. Ça faisait très longtemps qu'on ne vous l'avait pas dit. Bon, une bonne semaine, hein. Voilà, une bonne semaine qu'on vous l'avait pas dit. 2e victoire de suite pour Tyler Reddick avec sa voiture du 2311 Racing. Tyler Reddick qui s'impose à Atlanta malgré un avant-droit complètement éclaté sur sa Toyota. Il avait été pris dans l'un des crashs un peu plus tôt dans la course. Ça l'a pas empêché de s'imposer, remporter les 2 premières manches de la saison. C'était plus arrivé depuis 2009. Matt Kenseth qui l'avait réalisé à l'époque. Et puis Michael Jordan, voilà, il continue tranquillement. De toute façon, depuis le procès avec la NASCAR, il ne fait que gagner. Il gagne partout où il passe. C'est assez merveilleux, donc il est très content. Michael Jordan, évidemment, là-dessus. Et il y avait également du supercar australien à Sydney, sur Sydney Motorsports Park. Et là, c'est Brock Finney qui a remporté 2 des 3 courses. Lui qui avait longtemps mené la lutte pour le titre l'an dernier en supercar avant de perdre suite au play-off. Il gagne 2 des 3 courses. À noter que c'était le retour de Triple Eight, l'équipe mythique, dans le giron Ford. Triple Eight, sponsorisé par Red Bull, qui revient chez Ford. Tout est lié, hein, tout est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, voilà, ça commence très bien pour Brock Finney qui prend la tête du championnat. Voilà pour cette 24e de l'émission Top 2. On vous rappelle évidemment que le magazine de la semaine est disponible en kiosque mercredi et dès ce lundi, si vous êtes abonné à la version numérique d'Auto Hebdo, n'hésitez pas parce qu'il y a pas mal de belles petites choses et puis notamment un dossier de 6 pages sur IndyCar parce que
c'est important. L'IndyCar revient ce week-end. Ça ne faisait que 6 mois que l'on attendait une course d'IndyCar, et en plus avec Romain Grosjean. Donc ça, c'est quand même fabuleux. Michael, comptez les jours. Ah, moi, je n'en peux plus. Ah, là, autant vous dire que j'ai fait le programme télé de la semaine sur le site. J'ai vu IndyCar, j'ai fait oh, c'est vrai, c'est maintenant. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas maquillé. Bon, il va falloir que je me prépare. Merci de nous avoir suivis. Merci Mathieu, merci Cyprien Merci d'avoir à toi. été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.